Depuis 2014, Alex, comme il aime être interpellé, est président-directeur général de la Société des musées de sciences et technologies du Canada, qui gère, entre autres, le Musée de l'agriculture et de l'alimentation, le Musée de l'aviation et de l'espace, le Musée des sciences et de la technologie. Avant de joindre la Société, M. Huguenet a été vice-président Affaires gouvernementales et développement des affaires chez OpenText, la plus grande entreprise de logiciels au Canada. Il a joué un rôle crucial dans l'industrie numérique canadienne, en plus de promouvoir la transition vers le numérique à l'échelle mondiale pour divers groupes et organisations. Je vous invite à bien accueillir M. Alex Miller. Moi, j'ai l'heureuse tâche d'être le dernier conférencier de la journée. Fait qu'ils m'ont demandé d'être super provocateur puis dire un paquet de bêtises. Puis j'ai dit pas de problème, je fais ça super naturellement, donc il n'y a pas de trouble. Je vais commencer par m'excuser parce que mon français il est hyper raboteux. Mes parents ils ont payé ma première année d'études en lettres françaises, puis je viens de Québec, je suis un peu le mouton noir de la famille chez nous, mais on va essayer de se débrouiller en français le plus que je peux. Fait qu'une fois de temps en temps, si je commence à remarcher mes mots, je vais peut-être faire un petit changement en anglais parce qu'il y a beaucoup de termes anglophones. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à venir ici aujourd'hui. C'est un sujet qui est super important pour moi, personnellement, qui est super important pour nous, pour notre institution aussi. Je vais skipper la partie qu'on parle de nous, parce que l'introduction était super bonne. On n'a pas 130 millions, I don't quite remember the amount that was just mentioned of artifacts in Washington. On en a 110 000. J'étais super impressionné jusqu'à temps que notre collègue du Smithsonian se mette à parler. En tout cas, on est super gros au Canada. On a atteint 14 millions de Canadiens l'année dernière, 20 millions cette année. Donc ça, c'est un chiffre qu'on est pas mal impressionné par exemple. On a une centaine d'animaux. Ouais, ça, Smithsonian, you guys have a zoo as well, so je ne suis pas certain du montant, mais en tout cas, tout ça pour dire que nous, on varie un petit peu pareil comme qu'on a entendu avant. On parle d'agriculture, on parle d'espace, puis on parle de tout entre. Donc, en tant qu'institution, c'est super le fun. On ne manque jamais de sujets à discuter alentour de la table. C'est important de noter, par exemple, qu'un des 3 musées, si vous n'êtes pas au courant, a fermé il y a 2 ans environ. Le musée de sciences et tech était dans ce qui était décrit comme un édifice temporaire depuis 47 ans, à ce point-là. Comme beaucoup de choses, des fois gouvernementales, temporaire peut prendre une plus longue échéance. Puis on a eu des accidents, puis en tout cas, on a dû fermer l'édifice. On a été chanceux, on a eu 80 millions pour relancer le musée en 2017. Donc, on est à temps et puis à l'intérieur de nos budgets, parce que je n'ai pas le choix. Donc, c'est ça qui se passe. Mais qu'est-ce que ça a créé chez nous? C'est ça l'a créé quand 50% de ton opération arrête d'exister, quand tu n'as plus de mur, quand tu n'as plus une place à accueillir les gens chez vous. Tu commences à penser un petit peu différemment. Au début, tu pleures beaucoup, puis ça te prend une couple de semaines à t'en remettre. Après ça, tu réalises que peut-être pendant 2 ans, tu es capable de faire des choses un petit peu différentes. C'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Pour nous, c'est certain, un mandat similaire au Smithsonian, nous on spécialise en histoire publique, on spécialise aussi on se considérait l'autorité institutionnelle en matière d'histoire scientifique au Canada. Puis je dis qu'on se considérait, je parle dans le passé, parce que je pense de plus en plus, on se considère de moins en moins l'expert. Je pense que ça, c'est correct. Je pense que c'est exactement la place que les institutions culturelles du 21e siècle devraient avoir quand on fait affaire avec un monde qui est de plus en plus interconnecté. Un monde que les gens sont capables de se parler sans nécessairement avoir des frontières. Puis, on adopte, nous, beaucoup de principes de M. André Malraux, qui est un historien dans le domaine des arts dans les années 1960, qui parlait d'un musée sans mur, qui parlait de comment que les musées, c'était sacrilège pour les objets d'art, puis ça l'enlevait de son contexte. Puis, je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, on est dans un monde où est-ce qu'on est capable de commencer à réaliser certains des principes de M. Malraux des années 60. Fait qu'au lieu de parler beaucoup, puis nous, vous allez entendre parler de 2 termes qu'on utilise, 2 expressions qu'on a volées, puis qu'on utilise à l'interne beaucoup. Donc, Just Do It de Nike. Puis on n'a pas les droits d'auteur pour ça, puis on s'en fout un peu, fait que c'est en ligne, là, allez-y. Puis, encore pire, Let It Go de Elsa.
Donc, vous allez comprendre pourquoi on utilise souvent ces deux termes-là à l'intérieur, mais parce qu'on ne se considère plus l'autorité. Il y a un paquet d'historiens à travers le pays, il y a un paquet d'historiens à travers le monde, il y a un paquet de connaissances à travers le monde. Faire semblant que nous, on est une autorité en quelque chose dans le monde d'aujourd'hui, où est-ce qu'on parlait un petit peu de machine learning et d'intelligence artificielle, de plus en plus, c'est quelque chose qui est en réalisation. On va parler d'un exemple chez nous plus tard. On aimerait mieux être un interlocuteur. On aimerait mieux être quelqu'un que les gens viennent chez nous en tant qu'autorité par rapport à la qualité de l'information, mais à la qualité des networks que nous, on va avoir à travers le monde aussi. Donc, notre concept de mur puis d'emplacement physique, à cause que quand tu n'as plus de boîte, tu ne penses pas à l'extérieur de la boîte, tu ne penses même plus à la boîte. Ça a complètement changé, puis ça a ouvert différentes discussions à l'intérieur, puis je pense que c'est correct. Fait que moi, mon intention dans la prochaine vingtaine, trentaine de minutes, c'est de dire des choses que vous allez être complètement en désaccord avec. Pour essayer de vous convaincre qu'on n'est peut-être pas complètement fou chez nous. Donc, perturbations numériques, médias, les médias sociaux, ça a complètement changé notre monde chez nous, chez tout le monde. Je veux dire, il n'y a plus de blockbuster, on ne va plus louer des films, nos médias sont en période de transition pour probablement les 10 prochaines années. On parle vous avez vu l'annonce peut-être du ministère du patrimoine canadien dernièrement qui regarde on a besoin d'aide à essayer de figurer c'est quoi l'état des médias chez nous à cause justement de la technologie. Les gens sont capables de créer leur propre monde d'information à partir de leur appareil mobile. Moi, je ne suis pas ici pour vous parler en tant qu'archiviste, je ne suis pas ici pour vous parler en tant que technologue, pas que c'est un mot, mais je suis plutôt ici juste pour vous parler en tant que citoyen en partie aussi, puis qu'est-ce que j'aimerais ça voir de mes musées ou de mes institutions culturelles. Donc, chez nous, notre monde a complètement changé. Il y a des nouvelles attentes, il y a un accès immédiat. Les gens s'attendent à avoir accès à l'information. Chez nous, souvent, les gens historiquement remplissaient des demandes d'accès à l'information. Ça pouvait prendre comme 30 jours, je pense qu'on se donne pour répondre à ça, si je ne me trompe pas, à peu près. Mais c'était pour de l'information culturelle canadienne qui, en théorie, appartient aux citoyens qui payent des taxes au Canada. Donc, juste comme principe de base, on est d'accord qu'il y a des choses que on fie sur des politiques ou sur des normes de 1960, 1970, dans un monde qui change à tous les 6 mois environ. Où est-ce que les gens sont capables de créer du contenu de leur cave. Et puis, littéralement, Minecraft, on a parlé de Minecraft un peu plus tard, puis Microsoft peut aller acheter la compagnie pour 2 milliards plus tard. Donc, le monde change. Et nous, on se fait encore sur des politiques on se cache derrière ces politiques-là un peu des fois. On s'en sert comme excuse. Fait que nous, on voulait essayer de faire quelque chose de différent, que je vais en parler un peu plus tard. Donc, il y a un accès mobile n'importe où, n'importe quand. Il y a de l'accès en direct. Un paquet d'exigences qui ne sont plus nécessairement les mêmes en matière de gestion de l'information. Et c'est certain que le monde va continuer à changer. C'est certain que chez nous, au fédéral, il y a des discussions de faire une révision des politiques, puis c'est fantastique. Mais quand on aura fini de faire ça dans 1 an ou 2, on n'aura quand même pas rattrapé au monde qui va être le monde de la technologie. Donc, on va se trouver en... Oh, j'ai rien fait. Ah, Java, awesome. En parlant de technologie. Donc, les accès sont différents. Puis pour nous, nos clients, nos visiteurs sont rendus partenaires en création de contenu. On veut une expérience participatoire, on veut que les gens nous aident à définir leur culture à l'intérieur de nos connaissances puis les données que nous, on a, mais non seulement on parlait de Link Data, entre autres, puis le potentiel. Donc, l'expérience que le musée était une institution autoritaire et puis qu'au cours c'est certain qu'on challenge un peu le mode depuis les 10-20 dernières années, mais il y a trop de filtres par le temps qu'une exposition se rende sur le plancher. Il y a beaucoup de filtres, puis les gens n'ont pas tout le temps l'opportunité, puis ça change. OK, je suis d'accord, les pratiques changent, mais quand tu as une attente instantanée de données, tu es capable de créer ton propre monde d'information. Puis nous, on continue à prendre 2 ans à faire une exposition où on prend 30 jours avant même de répondre à une demande d'accès à l'information. Il y a un disconnect en quelque part. Donc, on voulait essayer des choses. Fait qu'on voulait un modèle participatif, on voulait un dialogue complètement ouvert. Okay? On ne voulait pas prendre la décision de c'est quelle la voie de l'autorité, c'est qu'est-ce que nous, on pense qui va être utile. Parce que franchement, qu'est-ce que nous, on peut penser qui est utile est complètement inutile. Si on regarde à Ancestry.com, par exemple, pas que les archives étaient inutiles, c'est pas ça que je veux dire, mais qui aurait pensé que c'est une compagnie d'1 milliard plus aujourd'hui, il y a 5 ans passés, même 6 ans, 7 ans lors de la création d'Ancestry.com. Donc, on ne veut pas prendre la décision pour nous de qu'est-ce qui est important. On veut que les gens soient capables d'utiliser nos données pour créer leur expérience à l'intérieur de notre institution, mais encore plus important, leur expérience à l'intérieur du monde. Puis nous, on est juste un participant. Fait que c'est vraiment un gros changement de mentalité. Encore une fois, ça l'aide quand tu n'as pas d'édifice.
OK, comme littéralement, pas d'édifice, puis tu as dispersé le monde partout, les gens commencent à penser un peu différemment. Donc, on parle ici vraiment essentiellement d'un partage de pouvoir de qu'est-ce que l'institution est chez nous. Je vais vous donner des exemples un petit peu plus en détail dans quelques diapositives. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? On est au point où est-ce que nous, on ne regarde plus le numérique pour comment que ça augmente l'expérience sur le plancher. Encore une fois, on manquait une grosse partie de notre plancher. On fait des jeux vidéo. Notre dernier jeu vidéo, en 3 mois, c'est rendu dans 175 pays. C'est l'histoire de 5 pilotes canadiens. Donc, c'est leur vraie vie, leurs histoires, leurs combats. On a pris des avions sur le plancher du Musée de l'Aviation. On les a scannés en 3D. Donc, jusqu'au vis, c'est à 100% autoritaire, en fait, de contenu, en fait, de réalité de l'avion de la Première Guerre mondiale. On a relancé ça sur Apple, puis sur Google. En 3 mois, 175 pays. On a commencé à même générer du revenu là-dessus. C'est fantastique. On a travaillé avec une petite compagnie de Toronto, ça ne nous a pas coûté grand-chose. Mais le contexte de faire une application sur le plancher, quand je suis capable de pousser du contenu canadien dans 175 pays dans 3 mois, on commence à parler d'un monde un petit peu différent pour nous. Donc, encore une fois, pas de boîte, ben, tu regardes le monde entier. Donc, ce concept-là, pour nous, en fait, de participation à l'intérieur d'un patrimoine canadien, puis à l'intérieur de données, là, c'est rendu super le fun. Ce projet-là, notre prochain jeu vidéo, c'est avec l'Allemagne puis l'Angleterre. Donc, on va être capable de commencer à raconter différentes histoires. C'est différents médias. Puis, on utilise toutes nos données. Puis, la compagnie à Toronto a utilisé nos données pour faire ça, utilisé nos archives, utilisé un paquet de choses. On n'avait quasiment rien à voir là-dedans. Ça serait juste qu'il n'y avait pas une mauvaise représentation du contenu, s'assurer que certaines choses étaient quand même assez historiquement. You did your presentation in English, and I came in here thinking in French, and now I'm thinking in English. 100% accurate. Mais en même temps, pour nous, tout ce qui est patrimoine ouvert, on va parler de respecter quand même les priorités fédérales. Il y a quand même un gros mouvement par rapport à un gouvernement ouvert et transparent. Donc, c'est certain que ça fait partie de ça. On va donner un accès libre aux fonds de recherche et puis à toute notre collection nationale afin de voir avec qui qu'on est capable de travailler, pas nous seulement, tout seul comme qu'on faisait avant, mais avec des chercheurs à travers le pays, à travers le monde. Puis, je vais vous parler de l'exemple concret très bientôt, je vous promets. Mais notre intention, c'était de donner accès au musée à toute la population canadienne. Pas seulement les gens qui sont assez chanceux pour venir à Ottawa, puis si vous venez à Ottawa, que vous venez littéralement à l'intérieur de nos murs, nos portes, vous passez par nos portes, notre intention, c'était capable de donner accès au patrimoine canadien à tout le monde, ainsi que toutes nos décisions. Donc, on est, à ce qu'on sache, puis je suis content que c'est en ligne, là, que si quelqu'un veut me corriger, corrigez-moi, mais je crois qu'on est la première institution publique mondiale à être capable de dire que par septembre, on va être ouvert par défaut pour toute documentation à l'intérieur de l'organisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est la seconde que vous allez peser sauvegarder sur un document, ça se fait stocker, puis à chaque 2 heures, il y a une batch qui sort en ligne, puis les documents vont être ouverts au public à 100%. Le document final, que ce soit en format ébauche, ça ne dérange pas. L'intention derrière ça, puis on est live en passant, je vais vous montrer le portail un peu plus tard. On est à 69 employés sur 250 qui sont ouverts par défaut présentement. Avec quelques messages clés. Le ciel n'a pas tombé. Il n'y a personne qui nous a appelés. Il n'y a pas eu de plainte de la part du personnel une fois que les gens comprennent qu'est-ce qu'on essaie de faire. Fait que je vous donne quelques exemples concrets. On fait une analyse historique d'un artefact quelconque, puis encore, historiquement, nous, on est la voix de l'autorité. Donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on a comme recherche, c'est nous qui avons raison. Ça arrive qu'on n'a pas raison. Il y a des historiens en Alberta qui ont commencé à nous corriger. C'est correct, ça. C'est un mode d'engagement public qu'on a un rôle et puis une responsabilité à jouer en tant qu'institution culturelle qui ait un dialogue. Fait que si on a tort, que quelqu'un nous le dise, qu'il nous corrige, puis qu'on parle. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on a complètement rabaissé nos murs. Pas qu'on est encore, j'en manque un peu, là, mais comme physiquement aussi, en passant, le musée, ça va très bien, on est rendu avec des murs. Fait que, mais du côté numérique, on les a complètement rabaissés. Donc, on est ouvert par défaut par septembre. 90% du contenu de l'institution va être ouvert au public. Est-ce qu'on a un plan d'exposition de 5 ans, puis que le secteur privé peut se le voir? Je n'ai pas de problème avec ça. Je m'attends à ce que leur réponse à notre appel d'offres soit encore plus sharp, okay? Parce qu'ils vont avoir eu 5 ans pour se préparer. Okay? Donc, il y a vraiment, là, on a passé à travers plusieurs arguments, là, puis on a de la misère à en trouver qui nous empêcherait de faire ça. Il y a certainement des politiques
comme l'accès, mettons, aux langues officielles. Oui, absolument. On ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Nos documents finaux sont en les 2 langues officielles. Mais si j'ai un membre de l'équipe qui veut travailler en mandarin, ben qu'il travaille en mandarin. Je veux dire, comme c'est littéralement où est-ce qu'on en est à ce point-ci. On le sait qu'il va y avoir un dialogue à avoir lieu. On a parlé au Conseil du Trésor. On est un pilote officiel avec le Conseil du Trésor parce qu'on savait qu'on s'en allait se mettre dans le trouble. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des décisions qui se prennent. Puis sans notre projet, puis qu'il y ait quelque chose de concret à parler d'eux, mais on va parler de politique sans jamais avoir vraiment quelque chose de concret à avoir un dialogue alentour. Donc, c'est quoi qui est plus important? Avoir accès à des documents dans les 2 langues officielles, des documents ébauches, ou bien d'avoir accès? Je ne sais pas c'est quoi la réponse à ça. Et on va certainement mettre la discussion en face du monde pour leur dire, bon, ben nous voici, et puis qu'est-ce que le public canadien pense? Donc, puis ça, c'est de la démocratie à 100% pure, puis il n'y a rien de mal avec ça. Donc, pour nous, ça continue un petit peu un momentum qu'on s'est créé depuis les 20 derniers mois. On a été le premier musée national à faire le relancement de tous nos données. On n'a pas essayé de figurer qu'est-ce qui était propre, puis clean, puis quel format. On a choisi certains formats, on continue à jouer avec, mais on a juste tout relancé. Puis, on a eu 6 applications développées en dedans de 8 mois sur nos données ouvertes. Il y a quelqu'un qui a créé deux exemples de collections en ligne. Il y a quelqu'un d'autre qui a tout géotagué notre collection à travers le pays. Ça ne nous a absolument rien coûté. Okay? Donc, certaines de ces applications-là ont commencé à être intégrées à l'intérieur de nos systèmes à travers l'entreprise. Donc, encore, c'est une question, c'est pas vraiment juste une question de technologie. C'est pour ça que je ne suis pas ici pour vous parler de technologie, mais c'est une question de dialogue, puis c'est une question de partenariat. Fait que si le musée est là pour créer un dialogue, puis pour promouvoir le partage des connaissances, bien ça, il n'y a vraiment pas de meilleur exemple que le monde des données ouvertes. Donc, pour nous, ça fait partie de cette pensée-là. On a créé à l'intérieur du financement du Canada 150 un site que les gens peuvent trouver leurs propres histoires d'innovation canadienne. Un petit peu de crowdsourcing. On est rendu à quasiment 1000 histoires à travers le pays. Puis on en a peut-être juste contribué 50. Donc encore, les jours que nous, on dicte aux gens c'est quoi l'histoire de l'innovation canadienne, j'ai aucune idée, moi, qu'est-ce qui s'est passé à Regina. Puis je n'essaie pas de picocher sur Regina, c'est juste que chez nous, on n'a pas d'historien qui regarde nécessairement, par exemple, tout ce qui est le Canada central depuis les dernières 150 années. On n'a juste pas le staff. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui s'est passé. J'ai des amis qui viennent de Saskatchewan et qui me diraient il y a bien des choses qui se sont passées. Bien, dites-nous-le. Ça fait partie du dialogue, ça fait partie justement du rabaissement des murs. On a continué certaines choses depuis les dernières années. On a été le premier musée aussi à faire beaucoup de travail avec le Google Cultural Institute. Donc, c'est une question d'essayer de pousser le plus de contenu qu'on peut. Mon site web, par rapport à intégrer à Google, bien, il y a une grande différence de portée. Donc, tout ce qui est en fait de mobilisation participative aussi. Donc, chez nous, là, on a vraiment fait on a un programme de citoyenneté numérique. Ça fait partie d'une de nos 3 priorités à travers l'entreprise. Donc, Canada 150, citoyenneté numérique, puis c'est le concept d'être capable de dire on va être des bons citoyens numériques, donc on va être des citoyens mondiaux, direct en partant. On va vouloir promouvoir la participation aussi, et puis l'engagement. Donc, puis notre 3e, c'est de s'assurer qu'on ouvre à temps, puis à l'intérieur de notre budget. Pour le relancement de SensiTech. Il y a aussi juste la dernière bulle que je viens de faire circuler. C'est important de comprendre que de plus en plus chez les jeunes, donc on est une institution aussi qui promouvoit beaucoup l'interaction avec les jeunes, puis la jeunesse. Bien, il y a quelque chose qui se passe chez eux. Hein. Fait que nous, historiquement, puis je vais dire le nous en espérant que je suis un des plus jeunes dans la salle, parce que je suis habitué de me faire traiter d'un paquet de choses. En étant souvent le plus jeune lanceur. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les 25 et moins un peu. Hein. Le concept de faire juste la consommation de contenu en ligne par rapport à être un créateur de contenu, il y a un gros changement qui se fait présentement. Il y a beaucoup de recherches aux États-Unis, pas beaucoup au Canada, qui se fait par rapport au fait que justement les millennials ont besoin d'un engagement, ont besoin d'une participation. Puis ont besoin d'une plateforme pour être capable d'avoir un dialogue à 2 sens. Donc, le monde, les jours de faire de lecture sont pas mal finis. Donc, chez nous, tout ce qu'on fait dans le numérique, c'est pour essayer de créer ce potentiel-là de dialogue, ce potentiel-là de création aussi, puis de co-création. Donc, que ce soit l'exposition, ou que ce soit un jeu vidéo, ou que ce soit quoi que ce soit, un rapport historique, il faut qu'il y ait un nouveau concept de co-création. Donc, ça n'a absolument pas rapport avec, encore une fois, la technologie. Donc, si tu es un chercheur, c'est certain que ça a des belles implications pour vous. Ça veut dire que vous allez être capable de savoir exactement qu'est-ce qu'on pense à chaque 2 heures. Si vous voulez commencer à faire le tour du matériel,
à l'intérieur du portail, qui probablement en septembre va avoir des dizaines de milliers de documents en format ébauche, certains qui iront nulle part jamais, puis si quelqu'un ramasse ça puis part une super belle idée avec ça, bien fantastique, on va avoir fait notre boulot encore une fois. Du côté juste d'un Canadien qui est curieux aussi, on a beaucoup de gens qui sont en ligne de plus en plus, je veux dire, les 65 et plus sont la démographie qui sont le plus en ligne en fait de croissance depuis les 5 dernières années, je veux dire, je sais, mes parents me demandent toujours comment utiliser Facebook, puis là, ils m'ont demandé Snapchat, mais moi, je ne sais pas Snapchat. Est-ce que je suis rendu dans la haute catégorie que mes enfants utilisent, puis moi non. On parle de planificateur d'exposition. Donc, chez nous, encore une fois, si vous êtes capable de savoir c'est quoi nos plans, fantastique. J'ai même un petit peu de l'équipe qui disait, ben là, si les gens découvrent c'est quoi notre stratégie, ils vont voler notre punch. OK, ben regarde, si tu as le temps de venir sur notre portail, trouver le document, figurer de quoi qu'on parle, puis lancer ton exposition, ton projet avant nous autres, bon, ben ça veut dire que ce n'est pas vous autres le problème, c'est nous autres le problème. fait que ça, cette excuse-là, elle ne marche pas non plus. Donc, chez nous, juste côté technologie un peu, puis demandez-moi pas plus que qu'est-ce qu'il y a sur la diapositive ici, parce que je ne serai pas capable de répondre à la question. Mais chez nous, on a commencé avec un registre de documents. Ça s'appelle GC Docs. La plupart des ministères, ils l'ont, c'est OpenText. Ça n'a rien rapport avec mon emploi précédent, en passant. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris un outil d'arrière-plan qui était historiquement caché à l'intérieur de l'organisation, puis on l'a genre projeté complètement à l'avant-plan. Donc, je pense que ça nous a coûté 50 000 $. Ce n'est pas quelque chose d'énorme à faire. L'investissement était déjà là. Puis je sais qu'il y a plusieurs petits musées qui disent « 50 000 $, c'est beaucoup ». Je comprends, mais si vous voulez nos outils, nos politiques, nos pensées, ben venez nous trouver, on est tout en ligne. Fait que ça, c'est pas un problème. Puis on est heureux de partager notre processus avec n'importe qui à ce point-ci. Mais qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un petit portail web qui fait un rattachement à notre base de données pour nos documents. Puis à toutes les 2 heures, il y a un batch upload. Si c'est quelque chose de ressources humaines, par exemple, ben, tu fais juste enlever ton checkmark, puis c'est fini, puis ça ne se fait pas publier. Moi, à chaque mois, je reçois un rapport, puis si tu as un paquet de documents qui sont non publiés, on va avoir une conversation. Puis tu vas te faire appeler au bureau du directeur, puis ça va démarrer. En tout cas. Donc, pas quelque chose de... Puis je suis certain que chez vous, j'ai entendu, on a 3 bases de données, on a ci, on a ça. Écoute, on va avoir un paquet de documents qui n'auront pas les bons titres. Mais ça s'appelle un engin de recherche, puis pour la plupart du monde, ils s'en servent quand même assez bien. Fait qu'on ne voulait pas être parfait. Ça, c'est peut-être un message que j'ai entendu, si je peux essayer de comme genre kick the hornet's nest un peu. Si tu essaies d'être à 100%, tu ne te rendras jamais là. Puis je pense que c'est un gros problème dans le secteur public, c'est qu'on essaie tout le temps d'essayer de tout figurer, puis au lieu de juste faire le lancement de Just Do It, hein, fais le lancement de la plateforme, puis parle-en au fur et à mesure, puis c'est quelque chose qui évolue. Donc, chez nous, on ne voulait pas être parfait, on savait qu'on ne pouvait pas être parfait. Ce qu'on allait voir l'équipe, qu'on disait, pouvez-vous renommer tous vos 10 000 documents? Pas certain que ça aurait fonctionné super bien. Donc, on va essayer. Donc, le portail, c'est documents.technosens.ca. On est rendu à peu près 550 quelques documents. Hey, c'est la première fois que je vous vois avec vos téléphones levés, c'est bon ça. Parce que les autres présentations, c'était comme 3-4 fois. Là, fait que je me revenais un petit peu jaloux. Mais on est rendu à environ 550 documents, 70 employés depuis les 2 dernières semaines qui sont ouverts par défaut. Donc ça, on va combiner ça avec tous les données qu'on fait un relancement public de façon régulière. On va également donner accès à nos photos à travers notre Digital Asset Management, notre outil qu'on est en train de mettre en œuvre présentement. Donc, ça va être gratuit. Nous, on croit fortement que c'est un bien public, puis que le secteur privé et puis le secteur académique peuvent faire des choses qui sont vraiment super le fun basées sur ces données-là, puis sur ce contenu-là, que nous, avec 250 personnes, il faut qu'on choisisse dans quel panier on va mettre nos efforts, nos ressources, puis essayer de créer un jeu vidéo par nous-mêmes. Par exemple, pas quelque chose qu'on peut nécessairement soutenir comme effort, mais il y a un paquet de compagnies de jeux vidéo à travers le pays. On est le 3e plus gros producteur de contenu de jeux vidéo au monde. Donc, pourquoi pas les laisser eux? Puis en même temps, ça nous a créé du revenu le dernier jeu. Fait qu'en passant. Fait que je veux dire, pas énorme, là. Fait que demandez-moi pas combien parce que c'était pas dans les 5 chiffres. Mais c'était juste un essai pour voir si on se mettrait dans le trouble d'essayer de faire du revenu sur un jeu vidéo, entre autres. Donc, pour nous, c'est un effet perturbateur. C'est certain que l'accès par défaut, écoute, ça ne s'est pas fait encore. On joue, on se ferme les yeux, puis on tente le terrain, puis on était à gauche, à droite, puis on pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais le point, c'était d'essayer quelque chose.
C'est certainement intégré avec la stratégie fédérale présentement. Il y a une revue, par exemple, qui se fait de la loi sur l'accès à l'information. C'est fantastique. Nous, on espère que notre projet, non seulement est-ce que ça va avoir un aspect culturel, mais on va être capable de dire sur le point de vue gouvernance publique, dire, hey, regarde, on a un exemple concret, réel d'une expérience qui a eu lieu. Puis nous, on pense vraiment que c'est le modèle des 10 prochaines années, tout ce qui est accès au patrimoine mondial. On parle de link data, c'est un phénomène, c'est certain, mais c'est plus que les données. C'est l'interaction à l'intérieur d'une institution que des fois qu'on n'est pas capable de voir nous-mêmes à cause qu'on est à l'intérieur de l'institution, puis on est dans Poutine, puis on le voit pas. Il y a des choses que les gens sont capables de voir des fois dans notre contenu, dans nos connaissances, qu'on n'a pas été capable de voir nous-mêmes, donc des connexions par rapport à certaines familles canadiennes, de certains artefacts qu'on avait, que les noms ont changé justement. Puis, notre intention, c'est également dans la prochaine année, regarde, on a mis 2 petits dessins. C'est pas une joke, là, on les a sur nos murs. À certaines places. La gang dirait que c'est sur mes murs, puis partout, nulle part ailleurs, là, mais en tout cas. On va rentrer un exemple d'un début d'engin à la Watson d'IBM chez nous par l'année prochaine. On travaille avec une compagnie canadienne qui est extrêmement fantastique. Je ne peux pas en parler plus, mais l'intention, c'est d'apporter du machine learning à l'intérieur de l'institution l'année prochaine. Donc, on va vraiment commencer à avoir des discussions avec nos curateurs, à dire, mais c'est quoi le rôle d'un curateur quand la machine est là et elle dit tous les faits sur toutes les données qu'on a, non seulement chez nous, mais à travers toutes vos bases de données. Ça ne veut pas dire que le rôle disparaît, ça veut dire qu'il vient d'être amplifié. On va parler d'impact social, on va parler d'impact économique, on va parler de l'histoire derrière l'artefact, pas nécessairement juste les données. Que les gens font d'ailleurs présentement, hein, mais ça va être un outil, on l'espère, incroyable. Fait que ça, c'est comme genre première partie d'une transformation chez nous. Puis on va tout aller crawler vos données. Ça va être fantastique. En tout cas, ça vous donne un exemple de ce qui se passe chez nous. Moi, je suis super ouvert aux critiques. Si vous avez des questions ou critiques un peu aussi. J'ai pas dit que c'était pas important les langues officielles. J'ai pas dit que c'était pas important la loi sur l'accès à l'information. J'ai juste dit que c'était des pièces de législation un petit peu archaïques. Il faudrait regarder, à réviser dans le contexte d'un exemple un peu plus concret d'aujourd'hui. Partez avec cette conclusion-là. Merci.